Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir et bienvenue dans la Libre Antenne pour accueillir tous vos témoignages. Hier soir, au cours de notre échange, à plusieurs reprises, Claire disait « Ah, je n'avais pas vu les choses comme ça ». Changer son regard sur les autres, sur soi, sur les événements de la vie, la clé de l'apaisement est là. C'est aussi tout l'enjeu du processus thérapeutique. On perçoit toutes et tous ce que l'on vit avec un certain regard. Y prêter attention peut vous permettre de comprendre dans quel processus vous êtes engagé, dans vos relations aux autres, à la vie, à votre travail ou à votre famille. Que percevez-vous ? Quel enjeu se cache derrière ce vécu ? Qu'est-ce que cela implique ? Et quelles sont les émotions liées à ce vécu ? Quelles ont été vos actions ? Alors vous comprendrez quelles relations se sont instaurées suite à ces actions justement. De quelle façon vous vous êtes positionné ? L'apaisement est un art qui consiste à changer son regard sur soi et sur les autres, à chausser des lunettes plus positives sur ses projets, sa force, sa liberté, son espérance, sa confiance dans la vie. Vous savez, souvent il nous faut cafouiller, il faut examiner alors d'autres possibilités. Si une chose est destinée à se produire, quand une porte se ferme, une autre s'en trouve. Modifiez votre regard et donc votre attitude transforme votre énergie. On vous aide à changer de regard dans cette libre antenne. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Thomas et Corentin sont là au standard pour recevoir vos appels et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous pouvez envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, on aiguise son regard sur la vie et c'est tout de suite. Sur Europe 1, Sophie Peters vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors Clémence, vous vouliez nous parler d'un complexe d'infériorité, c'est ça ? Avec lequel vous vous débattez ? Ou vous vous battez plutôt ? Ouais, je me bats et je me débat oui. dans tous les sens, ouais. Ouais. Que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie personnelle, c'est quelque chose qui revient en tout cas en permanence, ouais. Vous savez d'où il vient, ce complexe d'infériorité ? Il vient du fait que j'ai eu des parents très exigeants, Ouais. qui estimaient que pour que ça soit bien, il fallait être la première et que j'ai un frère qui réussit tout à côté. Donc forcément, les deux mis ensemble n'aident pas à se sentir valorisés. C'est sûr. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous n'êtes plus dans ce giron de l'enfance et avec ces parents-là. Vous avez 28 ans, hein, c'est ça Clémence ? Oui, j'ai 28 ans. Non, mais ils sont encore très présents dans le sens où ils ont encore un besoin de contrôle qui est assez fort. Oui. Donc, ce qui amène à des clashs réguliers, mais le dernier, il remonte à hier, hein, parce que je les ai pas appelés depuis 2 semaines, donc c'était le drame intersidéral. Mais voilà, en fait, je suis maintenue dans cette position d'enfant avec eux, en tout cas. Vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, c'est jamais bien, c'est jamais ce qu'ils attendent, comme si vous les déceviez toujours dans qui vous êtes ou ce que vous faites ? Alors, je sais pas si je les déçois, mais en tout cas, j'ai jamais eu de mots positifs ou de compliments comme quoi ça les satisfaisait. Donc, ça les déçoit pas forcément, mais quelque part, c'est un peu comme si ils s'en foutaient. Et le clash là d'hier, c'était dû à quoi ? Ah, c'est parce que je les ai pas appelés depuis 2 semaines. En fait, ça fait 3 ans que je vis plus loin de chez eux. Je vis à 3 heures de chez eux. Et ça, par exemple, ils l'ont très très mal pris. Et donc, il faudrait que je les appelle 1 à 2 fois par semaine minimum.
pour qu'ils sachent ce que je fais, où je vais, enfin voilà. Oui, donc c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, il semble avoir beaucoup besoin de vous finalement. Hein. Il vous demande d'être très présente et en même temps, à vous, il vous donne pas ce dont vous avez besoin. Non, du tout. Mm. Même quand je les ai au téléphone, ils me parlent pas forcément de ce que je fais moi. Ils vont me parler de mon frère, ils vont me parler de mes neveux, du temps qu'il fait, mais pas forcément de moi au final. C'est juste qu'ils ont besoin de m'avoir au téléphone. Oui, donc vous avez quoi, ce sentiment de ne pas être vraiment quelqu'un pour eux, mais juste parce que on se doit de s'appeler. C'est comme un principe en fait. C'est ça. Ouais, c'est pas du plaisir. Ouais. Ça peut pas parce qu'ils ont besoin d'avoir des nouvelles ou quoi, mais juste parce que ça se fait et que du coup, faut s'appeler. Oui. En fait, vous n'êtes pas la bonne élève avec vos parents. Bah, je l'ai beaucoup été, mais Oui, aujourd'hui. non, aujourd'hui, j'essaie de justement sortir du schéma et je pense que c'est ça qui bloque aussi. Oui, c'est sûr. Ils sentent que vous avez envie de prendre votre autonomie et peut-être ça leur plaît pas trop. Ah non, ça c'est sûr par contre que ça leur plaît pas. Mm. Ça c'est sûr et certain. Et ça, c'est compliqué pour vous. C'est ça qui nourrit cette sensation de ne pas être à la hauteur pour vous. Ouais, parce que moi depuis des années, je suis en recherche de reconnaissance et de leur part en tout cas, Oui. et qu'au final, elle n'arrive pas. Ouais. Quoi que je fasse, je sais qu'elle arrive, enfin plus ou moins qu'elle arrivera pas, mais j'arrive pas pour autant à m'en détacher. Oui, en faire le deuil, à renoncer. C'est ça. Mm. Oui, il y a encore cette attente qui est là. Ouais. Ça fonctionne un peu comme et si j'avais leur reconnaissance, alors tout irait mieux dans ma vie, comme si c'était l'élément clé qui vous manque pour aller bien. Alors tout irait pas mieux, mais en tout cas, ça enlèverait une épine du pied, ouais. Mm. J'aurais moins la sensation d'être une plante verte par moment ouais, j'aurais au moins l'impression d'avoir un peu d'existence à leurs yeux, quoi. Oui. Est-ce que vous arrivez à vous donner cette existence à vos propres yeux, Clémence? Non. Qu'est-ce qui vous permet pas de le faire? Ah non, moi enfin, je me croise dans le miroir, mais rapidement pour voir si je viens d'être correcte, mais j'ai pas de vie, j'ai pas vraiment de vie en dehors du travail. Bon, là où je vis, ça n'aide pas non plus, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais du coup, j'ai pas vraiment de vie en dehors du travail. Alors cette année, j'ai pris beaucoup sur moi. J'ai fait des efforts. J'ai fait un régime. Voilà, j'ai vraiment pris sur moi de prendre beaucoup plus soin de moi, mais ça change pas forcément le problème et ça change pas non plus le fait que je sois seule et que je m'autorise pas forcément à me construire une vie. C'est-à-dire que tous ces efforts que vous avez fournis quand vous dites ça change pas le problème, ça vous a pas permis de mieux vous considérer? Non. Pourtant, vous avez fourni quelque chose de vous à vous. Ah oui, 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 bah oui, c'est ce que je comprends. Ouais. j'ai essayé, mais pour l'instant, les résultats, Ce serait quoi les bons résultats? À quoi vous fixez les résultats? que j'arrive déjà moi à me trouver correcte dans un miroir déjà. Ouais. J'en suis même pas au stade joli, juste correcte, et que j'arrive à être moins seule, à rencontrer quelqu'un ou voilà, en tout cas à sortir de cette solitude là. Ouais. Qu'est-ce qui... Alors, on entend que il vous manque la reconnaissance de vos parents, ça c'est un des éléments. Qu'est-ce qui vous manque d'autre pour croire en vous? Qu'est-ce que vous voudriez? Finalement, quel est l'écart entre la personne que vous estimez que vous devriez être et celle que vous êtes vraiment? Parce qu'il est là, le sujet. C'est que vous estimez que vous n'êtes pas ceci ou cela. Et puis, il y a ce que vous êtes. Et là, il y a un écart, en fait. Ah ben, il manque de la confiance. Il manque énormément de D'accord. confiance en moi. D'accord. Donc, en fait, il ne manque pas quelque chose que vous devriez avoir. Il manque un processus, en fait. Ouais. D'accord. Et ce processus de confiance en vous, vous pensez que comment vous pouvez le nourrir? D'après vous, comment on fait pour
Quand on sent qu'on n'a pas confiance en soi, comment on se la crée, d'où elle vient, par où on passe? J'ai essayé d'être déjà beaucoup plus positive avec moi et d'arrêter de me faire des reproches. Ouais, super. J'ai des amis qui m'ont fait un joli petit miroir des qualités. Donc, Ah, j'ai un génial. miroir avec plein de post-it C'est super, ouais. devant lequel je passe tous les jours. Mhm. Mais j'arrive pas à les intégrer. C'est pas... Enfin, je les vois, mais je les intègre pas. D'accord, donc vous n'y croyez pas. Quand vous dites je les Non. intègre pas, je n'y crois pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas? Pourquoi vous refusez d'y croire? Parce que du coup, il y a quelque chose en vous qui se refuse à croire en ça, qui est du réel, hein? Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je refuse, mais enfin, c'est comme si comme quand on fait un compliment. Pour moi, Ouais, je vois. c'est pas mérité. Enfin, Mm. ouais, c'est pas mérité. Clémence, est-ce qu'il n'y aurait pas, un peu hérité de l'enfance en vous, un schéma qui consiste à dire, mais si j'acceptais de croire à tout ça, à ces qualités, à ce joli miroir qui me renvoie des choses très positives sur moi, est-ce que du coup, je fournirais plus d'efforts dans ma vie et je me laisserais aller là-dedans? J'ai pas intérêt finalement d'une certaine manière à croire à ces jolies choses sur moi parce qu'à ce moment-là, je vais un peu m'endormir et c'est pas comme ça que je dois progresser. Je pense que j'ai peur d'être déçue aussi. Enfin, c'est-à-dire d'y Ah, croire et qu'au final, ah, et ça ne donne rien, ça ne donne pas de ouais, fruits, ça ne c'est ça. change rien. Oui. D'accord, donc il y aurait les deux phénomènes. Il y a d'un côté, si j'y crois, je vais plus rien fournir de moi-même, et donc c'est contre-performant d'une certaine manière. Et en plus, si j'y crois et que je me rends compte que ça ne produit pas les effets escomptés, alors ce sera pire. Donc autant ne pas y croire. C'est ça. Ouais. Parce que c'est censé produire des résultats. Non, Hein, pas fournir des résultats, mais en tout cas, changer que, quelque chose. que je crois en tout cas en toutes ces qualités et que certaines situations me démontrent qu'au final, je suis absolument pas cette, enfin, la personne Et que, si je les avais pas, toutes ces qualités c'est ça qu'on qu'on m'attribue. prétend que j'ai. Oui. Sur quoi vous pouvez vous baser aujourd'hui, Clémence, dans votre vie de tous les jours, hein, le quotidien? De quelle façon le quotidien parle de vous? Vous faites quel métier, par exemple? Je suis enseignante. D'accord. Comment ça se passe avec votre classe? Donc, vous venez de faire votre rentrée, vos élèves. Comment vous vivez votre métier? Mal. Ouais. Mal dans le sens où en tout cas, là, avant la rentrée, j'ai été malade une semaine et demie avant de faire ma rentrée. Mais oui, parce que je suis aussi très exigeante et que du coup, je suis jamais totalement satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, j'adore mon métier, mais pour l'instant, il m'apporte pas suffisamment de satisfaction parce que j'estime que je pourrais faire beaucoup mieux. Et vous savez très concrètement à quoi ça ressemblerait de faire beaucoup mieux? Ou c'est juste comme ça une pression que vous mettez? Vous savez très concrètement le moment où vous serez fier de vous? Vous savez par quoi ça passe très concrètement, faire mieux? J'ai des idées. Après, à partir de quand je serai satisfaite, D'accord. le risque, c'est que ce soit jamais, Si vous à le force. décidez comme ça, oui. Parce que si vous comprenez, Clémence, quand on a une sorte de standard, un peu comme vous avez, c'est si j'étais à ce niveau-là, alors, ou comme vous dites, je sais que je peux faire beaucoup mieux. Faites-le. Faites ce que vous pensez que vous devez faire pour que ça vous plaisiez vraiment. Parce que si vous regardez ce que vous pourriez faire en vous disant oui, je devrais ou je pourrais faire ça, mais je ne le fais pas, vous entretenez cette spirale de non-confiance en vous et négative. Donc donnez-vous cette chance-là de dire voilà, si je faisais les choses comme ça, là, je m'estimerais mieux. Qu'est-ce qui là empêche de le faire? Là, je tente de le faire. Après, il faut que, en l'occurrence, là, il faut que j'aille aussi contre mon caractère pour que ça marche. Ah, contre. Donc, C'est quoi votre contre, caractère? je suis un peu un bisounours.
Et C'est quoi? Racontez-moi. c'est mignon, les bisounours, c'est très gentil, hein, ça fait plein de sourires, c'est adorable, mais face à une classe, un bisounours, ça se fait un petit peu manger. Donc il faut que, notamment, que je sois plus stricte et que je me tienne, par exemple, si je donne des punitions, des choses comme ça. Donc là, c'est mon objectif de cette année, d'arriver à être plus autoritaire. Mais Et vous pensez que voilà. l'autorité passe par les punitions? Non, pas forcément par les punitions, pas D'accord. du tout. Mais disons que ça fait partie des Ouais. outils que l'on peut mettre en place. Mais Moi, ce que j'entends, pas Clémence, dans forcément. votre mot de bisounours, c'est pas du tout le côté fille gentille et avec pas assez d'autorité. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, là, au tout début, sur la confiance en vous. C'est pas que vous êtes bisounours, c'est que manquant de confiance, donc d'ancrage à l'intérieur de vous, quand vous décidez ou faites quelque chose, bah, c'est pas très assuré. Donc il y a un côté, ce que vous appelez bisounours, un peu trop sympa, je me fais bouffer, c'est peut-être ça que vous voulez dire. C'est ça? Oui, aussi, Ok. oui. Donc, mais ça, c'est une histoire de confiance. Vous pouvez être l'enseignante accueillante, bienveillante, ça n'a rien à voir avec le bisounours, animé de certaines valeurs, voilà, positives dans l'enseignement, qui accueille les élèves avec ce qu'ils sont, tout en étant faire autorité, qui n'est pas être autoritaire. Être autoritaire, c'est quand on n'a pas confiance en soi et qu'on n'arrive pas à trouver ses marques, on devient autoritaire. En général, ça passe assez mal, les gens autoritaires. Parce que c'est des Ouais. principes, c'est quelque chose que vous décidez avec votre tête. L'autorité, c'est quelque chose qui se pose là. L'autorité, elle vient de la confiance. Je fais autorité dans un métier, devant une classe, parce que je suis tranquille avec l'expertise que j'ai à l'intérieur de moi, que je nourris, que je sais avoir. Repartez de là, Clémence. Repartez de votre métier, de ce que vous savez que vous faites bien. Parce que la confiance se crée sur plein de petites choses, petit à petit, et c'est en faisant qu'on prend confiance. On peut pas dire j'ai pas confiance en moi, c'est plutôt je suis persuadée qu'il y a des éléments dans votre métier, vous savez que vous le faites bien, ça. Voilà, c'est peut-être petit à vos yeux, mais en tout cas, je suis persuadée que là, si on prenait le temps de tout mettre à plat, vous me diriez bah oui, là je sais que ça je fais ça bien, et là je suis contente, et là je sais que j'ai développé ça. Je suis persuadée qu'il y a des éléments comme ça en vous. Ouais, quelques-uns, ouais. Super. Donc ces éléments-là, ils sont énormes parce que ces éléments-là, c'est de la ressource. Donc comment vous faites pour prendre ces éléments-là et puis un peu les augmenter, c'est-à-dire les autres éléments où vous n'êtes pas très satisfaite de vous, vous les connaissez aussi. Sans doute que ça n'a pas à voir avec une histoire d'être autoritaire, mais peut-être de respect de vous. Et le respect de vous, c'est bien croire en la personne que je suis. Je suis une enseignante de qualité et c'est en étant là-dedans que je vais me créer du respect. Mais c'est pas par l'autoritarisme. Hein. Ouais, alors là, par contre, c'est pas gagné. D'accord, mais ça passe par là. Donc comment Oui. je fais pour vous créer à vous-même, Clémence, le respect de vous-même? Je sais, j'ai compris que vos parents, votre famille ne vous le donnent pas et que ça vous manque et que ça vous a manqué. Mais vous avez bataillé, aujourd'hui vous avez un métier. Vous ne le devez rien qu'à vous, ce métier-là. Vous êtes indépendante, vous êtes autonome, vous vivez loin de chez vos parents, vous avez vos logements, vous vous êtes construit une vie. Ça a de la valeur, tout ça, ça n'est rien qu'à vous. Mhm. Donc vous pouvez compter sur vous. Si on regardait déjà là, les quelques éléments que je viens de vous dire, vous savez que vous pouvez compter sur vous. Donc c'est un appui. Voilà, vous prenez ça comme un appui. Voilà, c'est la première marche, on va dire, de l'escalier de la confiance. La deuxième marche, ça va être de vous dire, voilà, cette année scolaire qui démarre, voilà les éléments que j'ai envie de mettre en place dans mon enseignement, dans ma classe, parce que si je les mets, je serai fière de moi. Vous allez vous les créer. Et c'est pas des idées, des croyances, je suis bisounours, il faut que je sois plus autoritaire. Non, ça va être des choses très concrètes. Ouais. Oui, que je peux mesurer ensuite. Exact, c'est-à-dire, mesurer, en tout cas sur lequel, oui, je comprends quand vous dites mesurer, c'est-à-dire sur lequel vous allez sentir un résultat. Une classe qui vous écoute, une classe plus disciplinée.
Ce ne sera pas d'autorité, ce sera des éléments qui ne sont rien qu'à vous, auxquels vous croyez. Ce ne sera peut-être pas les éléments du prof de la classe d'à côté. Ce sera seulement Clémence. Ce sera votre petite recette à vous de comment vous le sentez. Parce que la confiance, c'est faire confiance à ce qui vous semble juste profondément à l'intérieur. Je suis persuadée qu'il y a tout au fond de vous, bien caché, une petite voix qui sait les choses. On l'a tous, cette petite voix-là. Évidemment, quand on la recouvre de plein de choses négatives, on l'entend plus. Mais commencez à l'écouter. Vous savez bien, là, quand vous me parlez de vos parents, que c'est pas correct pour vous, que ce n'est pas aidant. Vous dites, ça me plombe le moral. Vous avez cette conscience-là. Ça veut dire que la petite voix, elle joue son rôle là. Et du coup, vous évitez de les appeler. Du coup, ils sont pas contents. Bon, et vous prenez du recul. Et c'est douloureux et c'est compliqué. Mais la petite voix instinctive, elle joue son rôle de protection, elle sait où il faut aller. Vous allez la faire grandir, cette petite voix-là. Pas en passant en force, en vous plantant devant un miroir en disant « faut que je me trouve belle » parce que il faut, il y a qu'à faucon, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Un être humain, c'est un être de désir. Allez vers vos envies les plus profondes. Le sens, ce qui a du sens pour vous. C'est bien, on va faire des pistes de réflexion. Il y a le corps qui demande, et sa vie amoureuse, elle a besoin d'un regard aimant. Pourquoi pas une belle histoire d'amour? Parce que tout simplement, pour l'instant, je ne trouve pas. C'est pas faute de chercher, mais en tout cas, mais après c'est aussi plus ou moins un cercle vicieux. Si on ne s'aime pas, on ne voit pas non plus une image forcément très positive. C'est vrai. Donc on n'attire pas forcément les gens, mais je cherche. Bon, après, j'habite vraiment au fin fond de la montagne, donc il y a pas grand monde, mais je cherche. Oui, il suffit d'une rencontre, mais c'est plutôt croire, pas tant forcément, j'allais dire, en votre beauté extérieure ou des choses extérieures à vous, mais ce qui est à l'intérieur. Repartez du début, Clémence, c'est-à-dire que pour vous aider à créer de la confiance en vous, repartez de ce que vous avez bâti toute seule, de votre métier, de là où vous êtes, de votre affectation, de tous les moments de vie où il vous a fallu du courage. Parce que je suis persuadée qu'il vous en a fallu beaucoup du courage. Même pour appeler ce soir, par exemple, l'antenne d'Europe 1, il vous a fallu un certain courage. C'est dans ce courage que vous allez trouver la confiance. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai voulu. Oui, c'est ces petites phrases-là. Reprenez votre histoire pour que ce soit bien la vôtre. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous créer un socle beaucoup plus solide. C'est comme ça qu'on se crée ce qu'on appelle un ancrage, une assise. Chacun a une histoire singulière. Reprenez, quand on est perdu et qu'on se dit « Oh, je suis nul, j'ai pas confiance en moi, tout ce que je fais c'est nul », c'est qu'on est empli d'images en se disant qu'on devrait être quelqu'un d'autre de la personne qu'on est. Non, non, vous ne devez pas être quelqu'un d'autre. Vous êtes bien quelqu'un. Moi, vous avez juste perdu le petit fil rouge. Reprenez-le. Pourquoi je suis venue là? Comment j'ai fait mes choix? Ah, mais je sais, je les ai faits comme ça. Parce que là, j'avais ce désir-là, j'avais envie. Enseignante, je sais pas, ça me plaisait. Peut-être cette région-là, j'en sais rien. Voilà. Et tout d'un coup, vous récupérez toutes ces parties de vous qui sont un peu éparpillées dehors. Elles re-rentrent à l'intérieur et elles vous nourrissent. Et vous prenez de l'épaisseur. Là, on est dans la confiance. Vraiment. Ça vous parle, là, ce que je vous dis, Clémence? Ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais. Et qu'est-ce qui vous vient? Non, il y a des choses que je peux remettre, effectivement, des choix que j'ai pu faire ou des choses comme ça, d'autres que j'ai pas forcément décidé, mais au moins où je me suis adaptée. Oui. C'est-à-dire que par exemple l'endroit où je suis, je l'ai pas du tout choisi. Malgré tout, ça fait 3 ans que j'y suis et j'ai réussi à m'adapter, donc il faut aussi que je m'appuie là-dessus. Exactement. Il y a Monica qui dit « Je ne vous ressens pas du tout bisounours, mais je vous sens exigeante, insatisfaite, parlant punition et d'autorité. Ça ressemble plus à la rigidité. » Alors moi j'ajouterais, c'est de l'anxiété. C'est que quand on a l'impression de ne pas contenir sa vie, avec un peu d'angoisse et d'anxiété, on se dit « Ouh là là, le bateau prend l'eau, je vais tout colmater. » Effectivement, on a tendance du coup à rigidifier. Alors que c'est à l'inverse, c'est que votre exigence, votre volonté d'être parfaite,
elle doit être un bon aiguillon, très bien. Être exigeant pour soi, c'est un bon aiguillon dans la vie, mais pas pour se détruire. On n'est pas exigeant parce qu'on n'est pas bon ou pas bien. On est exigeant parce qu'on a le désir d'aller porter soi-même à un niveau, j'allais dire un peu plus haut, un peu plus loin, un peu différent. Là, c'est de l'exigence qui nous construit. L'exigence que vous avez envers vous, le perfectionniste, tout ce que vous voudrez, n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous emmener, pour augmenter, j'allais dire, tirer votre désir vers le haut. Vous êtes dans les montagnes, ben voilà, pour aller vers les sommets. Oui, c'est un changement de point de vue, en tout cas, de ma façon de percevoir les choses. Tant mieux Clémence. Parce que être exigeant ou perfectionniste en soi, tout dépend comment on s'en sert. J'ai envie de vous dire, c'est pas en soi un problème ou un défaut. Ça l'est quand c'est pour se détruire négativement et pour exiger de soi des choses qu'on ne peut pas donner. C'est ça. Il y a des auditeurs qui sont très touchés par votre témoignage, qui laissent leur numéro. Ça fait écho, votre histoire, Clémence, chez les auditeurs qui entendent. Parce que ce que vous vivez, on est nombreux dans une société qui exige aussi beaucoup de nous tous, de performance à tous les endroits. On doit être beau, sportif, intelligent, bien se nourrir, réussir dans la vie, etc., etc. C'est beaucoup de pression à l'extérieur. Donc, quand on est soi-même un peu exigeant, on se dit, mais je ne serai jamais au bon niveau. Alors, en plus, quand on vous rajoute à vous une famille qui ne reconnaît pas vos qualités, vous partez de loin. Comme au golf, vous savez, on a des handicaps. Vous avez un fort handicap. Ça ne vous empêche pas de jouer la partie. Bah oui, mais ça ne vous empêche pas de jouer la partie et de gagner des points avec vous-même. Je reprends l'image du golf, on sait que les joueurs, ils se battent plus avec eux-mêmes, ils jouent plus avec eux-mêmes qu'avec les autres. Voilà un sport où on progresse point par point, mais avec un peu de confiance et avec un peu de plaisir de jeu. Reprenez le plaisir, Clémence, c'est là où se trouve la source de la confiance. Du plaisir, de l'amour, votre classe, c'est la rentrée, du choix du métier que vous avez fait. Redites-vous chaque matin pourquoi vous aimez ce métier-là. C'est ça qui va vous aider. Ça va vous porter. Parce que la réponse, elle est quelque part dans l'amour, le plaisir, le désir. Et donc, ça revient à vous nourrir, à nourrir votre petite rivière intérieure. Ça va rejaillir, ça. Oui, et au moins, ça enlèvera déjà le stress du matin. Ça peut être que positif. Oui. Vous êtes très stressé le matin quand vous partez en cours? Ah oui, oui, il y a des périodes où je suis malade tous les matins avant d'aller travailler, oui. Parce que qu'est-ce que vous vous imaginez quand vous vous sentez malade comme ça? Je sais pas, mais en fait, je suis une angoissée permanente. Donc quand les tensions sont trop fortes ou selon les périodes, je somatise. Donc, du coup, vu que je l'exprime pas, ça s'exprime autrement. Bien sûr. Donc oui, il y a des matins où je suis malade avant d'aller travailler après on fait avec et c'est en n'y accordant pas forcément trop d'importance que ça passe au final. Mais est-ce que vous savez ce que vous vous dites à ce moment-là? Quelle histoire vous vous racontez sur vous-même quand vous vous rendez malade comme ça? On dit je me rends malade d'ailleurs. Est-ce que vous savez par où ça passe? De quelle façon vous vous rendez malade? Alors je sais que j'ai très souvent tout ce qui est nausée et compagnie, mais je sais c'est quand il y a un trop plein de tension. Oui. Qui s'exprime pas et du coup. Mais c'est vos pensées qui alimentent ça. Oui. Parce que d'accord. Donc Clémence, dans ces cas-là, essayez de repérer quelles pensées accompagnent ça. C'est Marc Aurèle qui disait la vie est ce qu'en font nos pensées. C'est très très puissant nos pensées. C'est même terriblement puissant. Donc dans notre cerveau et ça fonctionne à notre insu. Donc du coup, après l'émotion vient et on part dans l'angoisse, etc. Mais on peut agir sur ces pensées. On peut agir pas en disant j'aime pas cette pensée, j'en change, ce serait trop simple. Mais juste oula,
Voilà la pensée. Voilà ce que je suis en train de me raconter. Mais je suis en train de me rendre malade avec ce genre de pensée. Donc je peux en choisir d'autres. Et choisir vos pensées, les trier, c'est un vrai travail, ça. Hein. C'est pas simple du tout. Hein. Enfin, Ouais, c'est là, il y a plutôt du boulot, exigeant. mais Ouais, c'est exigeant. C'est pas que c'est pas simple, mais vraiment, c'est trier les pensées. J'ai presque envie de vous dire une par une. Hein. Donc écoutez-les, ne les laissez pas prendre la main. Elles viennent d'ailleurs, elles viennent du passé, elles charrient plein de vieilles choses. Laissez-les, changez-les. S'il y a un changement à opérer en vous, Clémence, c'est ces pensées-là. Vous les repérez. Imaginez des mauvaises herbes dans un jardin, on les arrache et on sème des jolies graines. D'accord ? ouais, on va tenter ça. Ouais. Il y a Marie qui vous dit en faisant du yoga et dans les séances de relaxation profonde, on nous apprend par visualisation à nous sourire à nous-mêmes. Cela a un impact très positif sur tout notre être et c'est le début d'un nouveau regard sur nous-mêmes. Un cours de Et yoga. le yoga, ouais, je vais commencer ça cette année. Et Extra. là, je fais déjà de la méditation. Oui, je fais beaucoup de relaxation parce que C'est j'ai formidable. d'autant plus une maladie qui nécessite D'accord. que je sois détendue. Mais Donc, oui. donc vous allez apprendre à travailler, à assouplir ces pensées-là. D'accord ? Ouais. Bon courage à vous Clémence. Et puis bonne rentrée, hein, parce qu'on est encore dedans. Et apprenez la confiance en vous la donnant. La confiance, ça se donne. Ça se trouve pas dehors, ça se donne. Faites-vous ce cadeau-là pour cette année. On va essayer. Hein, on dit le français est bien fait, on dit faites-vous confiance. Faites ça pour vous. C'est noté. Je vous embrasse Clémence. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Europe. Bonsoir Laura. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors Laura, vous avez besoin de conseils sur... Oui. Oui. Sur en fait le fait que j'ai 27 ans Oui. et que je passe la plupart de mon temps seule en fait. Et que je connais personne en fait dans ma situation. Comment ça se fait que vous passiez la plupart de votre temps seul ? Parce que je suis pas énormément entourée, que j'habite pas forcément à côté de ma famille et que je rentre rarement les voir. Et du coup, effectivement, je passe la plupart de mon temps dans mon appartement et j'ai pas de travail fixe en fait. Je fais de petits contrats en petits contrats. Donc c'est un peu compliqué de se créer de nouvelles affinités, de nouvelles relations et vous vivez dans un... Et finalement, je reviens toujours dans la solitude, quoi. Vous vivez dans une grande ville ou dans une région un peu isolée ? Non, dans une grande ville. Ouais. Et vous mettez plutôt ça sur le compte, finalement, de votre environnement, quand je vous entends, hein, Laura, que sur quelque chose qui viendrait de vous. Vous dites, finalement, j'ai pas l'environnement qui permet. Ouais. Je pense des deux. Et si ça devait venir de vous, ce serait quoi ? Justement, je ne sais pas trop. J'essaye d'aller vers les gens. Je suis quelqu'un de plutôt sociable normalement, mais ça marche pas toujours. On va dire que ça marche un temps et puis finalement après, j'ai l'impression que les gens reprennent leur vie en fait. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez rencontrer des personnes quelque part et vous n'arrivez pas à créer de lien. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est finalement sur mon dernier travail, j'ai sympathisé avec des collègues. Oui. Et finalement, avec le temps, je repropose des verres ou de se revoir. Et puis finalement, ça s'étiole en fait. Oui, j'ai l'impression qu'ils reprennent le cours de leur vie, que de toute façon, j'étais que de passage. Et que ça recommence en fait sans cesse. D'accord. Et quand vous êtes au cœur, j'allais dire, de ces relations, de ces débuts de relation, qu'est-ce que vous mettez de vous dans la relation ? Est-ce que vous attendez que la relation vous nourrisse ou vous y mettez quelque chose ?
Bah, souvent, je pense que j'y mets peut-être beaucoup d'espoir de me dire que bah, ça y est, finalement, je retourne à la vie sociale, que je ressors, je refais des choses et puis Et vous avez coché la case, quoi. oui, Quand je dis, voilà, c'est hein, ça. c'est ça. Mais, et avec, comme vous dites, beaucoup d'espoir, donc forcément beaucoup d'attente, vous dites, ça y est, c'est bon. Et puis un peu comme si l'énergie, votre propre énergie, hein, retombait. Oui, oui, oui. Ouais. Que, dans votre enfance, Laura, l'école, les amis, tout ça, c'est quoi vos souvenirs? Vous aviez des bandes d'amis quand vous alliez chez les uns, chez les autres? Comment ça se passait? C'est quoi votre histoire d'enfance autour de l'amitié, de, des amis de classe? Comment? Bah, en fait, je vivais à la campagne. Enfin, Ouais. mes parents habitaient à la campagne. Mhm. Donc, on n'avait pas forcément. J'avais une amie qui était proche de chez moi, mais c'était pas forcément comme dans une grande ville Ouais. où tout le monde peut se réunir assez facilement. À la campagne, c'est encore différent. Mhm. J'ai pas souvenir d'avoir toujours eu énormément d'amis autour de moi, à part peut-être à la fac. Ouais. Mais à la fac, c'est pareil. On venait tous de vies différentes. Je suis l'une des rares à être restée dans la ville où j'ai fait mes études. Et c'est pareil, finalement, tout le monde fait sa vie et puis au fur et à mesure, ça s'éloigne. Mais est-ce que, par exemple, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on retrouve des copains de fac, même en étant éloigné, on voit beaucoup de gens, bandes de jeunes de votre âge se retrouvent pour un week-end, à un endroit, des vacances. Les contacts se perdent pas tellement aujourd'hui grâce et par le biais de ces réseaux. Est-ce que, après, c'est comment vous les entretenez? Qu'est-ce que vous mettez de vous-même dans les relations? Est-ce que les relations sont juste là pour vous nourrir et que finalement la solitude, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui vous étreint constamment? C'est-à-dire vous êtes tellement seul avec vous-même que vous êtes seul partout? Ou est-ce que vous arrivez justement à nourrir ces relations? Ah, c'est un peu des deux, en fait. J'essaye d'aller vers les gens, mais en même temps, je vois que ça ne fonctionne pas forcément. Mais qu'est-ce qui Et fonctionne du coup, pas? effectivement, je me mets de plus en plus Ouais, en retrait ça, parce qu'au bout d'un moment, j'abandonne, en fait. Mais oui, Quand je vois que ça marche pas, oui. En fait, c'est un cercle vicieux parce que Laura, comme vous dites, je fais des efforts, je vais vers les gens et quand je vois que ça fonctionne pas, je bats en retraite. Donc, votre façon d'aller vers, c'est pour en retirer quelque chose qui vous sortirait de votre solitude. Donc, vous allez, un peu comme à une source, vous nourrir. Mais il n'y a pas quelque chose de vous que vous donnez dans cette relation. Et les relations humaines, elles marchent en forme de réciprocité pour se nourrir souvent. Si vous allez pour attendre quelque chose de l'autre, ben ça retombe. L'autre le sent. Hein. Ce sont des énergies, les relations amicales, d'amitié. On y met chacun de soi. Si vous venez juste chercher quelque chose pour vous-même parce qu'il y a un grand vide à l'intérieur, bah, comme vous dites, hein, ça va. Je reprends votre mot de fonctionner parce que c'est pas, voilà, l'humain c'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui va dans le fonctionnement, mais voilà, on va garder votre terme fonctionner. Bah justement, ça va pas fonctionner. Vous avez raison, ça va s'arrêter. Mais euh, ça vient de quelque chose à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose qui se situe à l'extérieur. C'est pas que vous auriez des défauts ou quelque chose qui va pas ou que vous n'êtes pas sympathique. Ça se situe pas à cet endroit-là. Vous n'avez pas un problème de personne. C'est quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre façon presque de prendre la vie, d'être avec vous-même. C'est à cet endroit-là qu'il y a un travail à faire. Est-ce que vous arrivez à vous représenter ce que je suis en train de vous expliquer? oui, 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 mais après, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai l'impression oui, de toujours mal faire, en fait. Bien. C'est, C'est ça. j'ai l'impression que finalement, quand j'arrive à, Mhm. en fait, finalement, j'ai perdu beaucoup cet été. Ouais. J'étais très proche de quelqu'un. Pendant pas mal d'années, on était très fusionnels, on faisait tout ensemble. Ah, On partait en d'accord. vacances ensemble, on faisait des sorties, on faisait tout ensemble. C'est un compagnon, une compagne? Ou c'est un ami? C'était une amie. Oui, Ça avait commencé par une relation où on oui, était en couple. oui. Ça s'est terminé et on était restés très très proches toutes les deux et on faisait tout ensemble.
Et finalement, quand elle a trouvé vraiment quelqu'un, ça a commencé à se passer moins bien, on va dire, jusqu'à ce que ça se termine assez mal. Et moi, entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un et puis finalement, ça a dérapé au moment de mon anniversaire et vraiment au début de l'été. Et j'ai perdu beaucoup à ce moment-là, en fait. J'ai perdu ma vie sociale et tout ce qui me tenait, en fait. Oui, donc c'est cette histoire qui vous a énormément fragilisé et qui vous fait croire que du coup, vous n'êtes pas capable de créer des relations. C'est cette histoire qui est restée très marquante pour vous. Après, c'était déjà le cas avant, mais on va dire que du coup, maintenant, c'est pire, en fait. Oui. Donc, ce que je vous propose, Laura, c'est qu'on va s'interrompre quelques minutes pour le journal et on se retrouve juste après pour en parler, pour avancer toutes les deux. À tout de suite. D'accord, très bien. Tout de suite. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct. Une libre antenne dans laquelle on cherche une forme d'apaisement. Et l'apaisement, c'est un art qui consiste à changer son regard sur soi et sur les autres, à chausser des lunettes plus positives sur ses projets, sa force, sa liberté, son espérance, sa confiance dans la vie. Alors on vous aide ici à changer de regard sur vous dans cette libre antenne. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Thomas et Corentin sont là au standard pour recevoir vos appels et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous pouvez envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, on aiguise son regard sur la vie. Sur Europe 1, Sophie Peters vous écoute et vous accompagne. Et on retrouve Laura. Bonsoir Laura. Oui, bonsoir. Oui, Laura. Alors Laura, avant le journal de minuit, on parlait justement de cette impression que vous avez toujours de mal faire, cette solitude dans laquelle vous vous sentez enfermée. Vous disiez que vous aviez vécu une relation très fusionnelle auparavant. Et cette relation qui s'est pas bien terminée vous a laissé encore plus seule finalement. Parce que souvent dans la fusion, quand on défusionne, on se retrouve dans un immense vide intérieur. Oui, surtout que c'était quelqu'un sur qui je pouvais toujours compter. Et que finalement, au fur et à mesure, c'était plus le cas. Et en parallèle, j'avais rencontré quelqu'un qui finalement, au bout de 3 mois, est parti sans réellement d'explication, en fait. Je n'ai pas su pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre ou j'ai essayé de lui demander, mais j'ai pas forcément eu de réponse. Donc, tout ça en un seul été, c'était un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En même temps, ces histoires-là sont pas tout à fait là par hasard et sont peut-être une indication pour vous qu'il vous faut apprendre à compter sur vous. Et que la clé est là. Oui. Dans votre vie. Alors ça passe par plusieurs choses, ça passe par travailler à plusieurs niveaux, c'est-à-dire déjà l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelle valeur je me donne et sur quoi repose ma valeur. Le fait de s'aimer aussi, quels sont les sentiments que je nourris à mon égard. Et puis enfin, le troisième pied très important qui va avec les deux autres, la confiance. Et la confiance, ça se nourrit dans la décision et dans l'action. Donc tout ça, ces 3 éléments-là, ce sont des éléments qui permettent de croire en soi, de compter sur soi. C'est peut-être ce travail-là que vous êtes amené aujourd'hui à entreprendre et à recommencer pas à pas, ou à commencer tout simplement. Oui, c'est recommencer. C'est ça en fait le problème, c'est que j'ai l'impression de toujours devoir recommencer le même travail. Mais parce que quelque chose n'a pas été commencé du tout. Recommencer pour vous, c'est recommencer une relation qui me nourrirait.
Donc à chaque fois, vous allez chercher, il me semble, la relation à l'extérieur de vous. Enfin, la réponse, pardon, à l'extérieur de vous. Alors que la réponse est bien à l'intérieur. Elle n'est pas dehors. Oui, mais du coup, pas forcément, parce que j'avais appris, ça fait très longtemps que j'habite seule, Oui, depuis mes 18 ans, donc ça fait 9 ans. oui. Donc je sais évoluer seule aussi. J'ai habité avec quelqu'un, mais il y a très longtemps, et c'était quelques mois. Mais j'ai toujours habité seule, donc finalement, j'ai toujours fonctionné seule aussi. Oui. Mais c'est qu'à un moment donné, là, j'ai l'impression de plus trouver quelque chose qui me permette de m'échapper, en fait. De vous échapper de Je vous-même. sors juste pour aller travailler, oui, puis même de moi-même. Oui, c'est ça. Finalement, je me dis heureusement que je lis beaucoup, parce que sinon, je sais même pas comment j'arriverai à m'échapper du quotidien, en fait. Mais est-ce qu'il est question de s'échapper de vous-même, Laura? Est-ce que vous pensez que c'est... C'est-à-dire de Ouais. ne pas ressasser toujours, en fait. Pas toujours ressasser le fait d'avoir une vie qui est en pause, parce que pour moi, ma vie, elle est en pause. J'ai toujours pas de CDI, j'aimerais changer d'appartement, mais j'en ai pas les moyens. Et Finalement, toujours être dans les mêmes schémas. Donc s'il y a des schémas qui se répètent, c'est qu'il y a des schémas de pensée, de croyance sur vous qui y sont associés. C'est peut-être ce travail-là que vous n'avez pas encore fait. Et peut-être que vous pourriez vous faire aider d'un ou d'une thérapeute pour ça. Parce que quand on a des schémas et qu'on se sent enfermé, c'est qu'on a une façon de regarder la vie et sa vie, et surtout de se regarder soi-même, qui revient toujours au même endroit. C'est un peu comme un cercle concentrique. Donc partout où vous regardez, ça revient. Donc vous avez beau tenter, essayer, refaire constamment, et vous vous épuisez. Parce que c'est un changement de paradigme, comme on dit, qu'il faut mener. C'est-à-dire que c'est lâcher le système dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui est un système fait de croyances sur la vie, sur les êtres, sur vous-même, pour en découvrir un autre et de quoi vous êtes capable et qu'est-ce que vous portez en vous. Mais peut-être vous avez besoin d'être aidé pour ça, et même certainement. Oui, il y a la gothique qui dit recommencer, c'est revivre quelque chose de passé ou un idéal perdu. Commencer, c'est vivre l'instant présent. Effectivement, il y a quelque chose dans le présent à découvrir pour vous. À pas laisser ce passé qui obstrue totalement votre présent aujourd'hui et qui vous fait croire que vous n'y arrivez pas. Alors, c'est le grand terme, on se dit j'y arrive pas, j'arrive pas à trouver un CDI, j'arrive pas, je voudrais ça, mais j'y arrive pas et c'est toujours la même chose. Donc quand il y a des schémas comme ça de répétition, c'est très souvent que nos croyances sur nous et sur la vie tournent en rond. Mais pour ça, vous avez besoin de l'autre. Quand je dis l'autre, c'est-à-dire d'un regard extérieur. Et ce regard extérieur bienveillant, vous pouvez le trouver dans la personne d'un thérapeute ou d'une thérapeute, qui va vous renvoyer à vous-même, à des choses de vous que vous ne voyez pas ou plus, mais qui sont bien là, qui sont bien réelles. Vous seriez prête à aller vous rencontrer comme ça? C'est vraiment la rencontre avec vous qui vous manque, Laura, aujourd'hui. Je sais pas si ça va être possible, mais... Pourquoi ce serait pas possible? Qu'est-ce qui empêche que ce soit possible? Je sais pas. Oui, finalement, c'est pas faux en me disant que je recherche toujours mon passé, parce que j'étais bien dans ma vie d'avant. Et c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver. C'est des choses, effectivement, que j'ai perdues, mais que, oui, je veux retrouver coûte que coûte. Parce que comment je vis actuellement, c'est pas ce que je souhaite. C'est pas... Oui. Donc, vous savez... Finalement, je subis, quoi. Oui, il n'y a rien de pire. C'est horrible de subir sa vie. D'être une espèce de vivre presque clandestinement avec soi-même. Mais retrouver ce que vous avez vécu dans le passé, ça peut ressembler, c'est-à-dire que vous savez du passé ce qui vous a plu et ce qui vous convient. Ce que je comprends, c'est une relation affective, un vrai lien, compter sur quelqu'un. Mais ça ressemblera de toute façon pas au passé. Parce que pendant ce temps-là, la vie avancée, vous avez avancé. Et c'est peut-être là que vous vous coincez. C'est retrouver ce qui a été perdu. Là, on se coince quand on veut retrouver ce qui a été perdu. Par contre, quand on veut
aller vers découvrir quelque chose de nouveau, et tout en sachant que, comme vous dites, on va dire ce qui a été perdu, il y a quelque chose auquel vous teniez qui vous allait, ça va revenir dans cette ouverture, mais pas dans le fait de vouloir reproduire. Mais peut-être vous avez besoin pour ça d'être un peu épaulé. Parce que souvent, quand on est tout seul à faire ce travail-là, et qu'on est là, comme vous dites, j'en peux plus, heureusement que je lis parce que je m'évade, on finit par s'épuiser parce qu'on tourne en rond avec ses idées tout seul. Et donc on s'enferme dans cette solitude et du coup on prend peur. Et après c'est un cercle vicieux, on rencontre d'autres personnes mais on le sent pas et comme vous dites ça fonctionne pas. Et puis c'est infernal. Et toute l'énergie en spirale devient quasi négative. Et donc vous passez en mode survie. Vous n'êtes plus en mode je vis, mais en mode je survis. Alors pour repasser dans le mode je vis, vous avez besoin de passer par quelqu'un qui va vous y aider. On a besoin de passer par le regard de l'autre. Et donc ce sera le métier là pour le coup. Oui, il y a la gothique qui dit faites une liste de vos qualités, de vos compétences et vous serez surprise, ça peut vous aider. Il y a un petit livre que je recommande à tous les auditeurs qui nous écoutent et à vous également, Laura, tout simple, qui s'appelle Croire en soi aux éditions Jouvence. Et l'auteur, c'est Marie-France Muller. Je le posterai sur la page Facebook de la Libre Antenne. D'accord. De toute façon, je vous recommande, je posterai plusieurs titres parce que c'est des petites c'est une édition formidable avec des petits livres qui coûtent entre 5 et 6 euros et qui sont une mine d'or d'exercices. Alors, il y a une collection d'exercices pratiques, puis il y a une petite collection, voilà, par petits thèmes. Et vous pouvez aller vous plonger là-dedans parce qu'il y a plein de bonnes questions qui vont déjà vous aider à faire déjà ce travail-là et un peu à vous guider, à vous sortir de vous-même. Ça peut être un premier pas. Vous me dites que vous aimez lire, ça peut être un premier pas. Je pense que vous allez avoir besoin aussi de rentrer dans un dialogue d'inconscient à inconscient avec un thérapeute ou une thérapeute. Et ça peut énormément vous aider, Laura. Parce que vous allez vous rencontrer là, vraiment. Oui. Oui. Oui, parce que finalement, je comprends pas pourquoi j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ben oui, raison de plus. Donc, allez défaire les fils, allez regarder un peu ce qu'il y a dans votre cave intérieure, dans votre grenier, allez visiter un peu votre maison intérieure. Ça va vraiment vous aider. Vous allez vous sentir beaucoup plus dense, beaucoup plus large de toute cette maison que vous habitez en permanence et dont vous connaissez à peine les pièces. Oui. Je vous souhaite bon courage, Laura, et bonne chance. Merci. Et gardez ça de notre échange. Que ce travail vaut le coup, parce que c'est là où vous allez vraiment faire quelque chose de constructif pour vous. Et arrêter cette spirale, d'accord ? D'accord. Bon courage à vous. Au revoir, Laura. Merci, au revoir. Bonsoir, Fanny. Oui, bonsoir. Bienvenue, Fanny. Je suis un petit peu intimidée parce Oui. que je vous écoute souvent et j'arrivais pas à vous appeler. J'ai failli vous appeler au mois de mai parce que j'ai perdu mon gros chien qui était justement mon fils qui m'avait laissé il y a 13 ans quand il est parti à Saint-Martin. Oui. Donc, j'arrivais pas à me remettre de ça. C'était une chienne qui venait de la SPA. Ça a été catastrophique. Et j'ai pas pu vous appeler. Je pleurais tout le temps. J'y arrivais pas. J'avais tellement besoin de réconfort. Là, j'étais pas complètement remise de ça. Puis c'était un bout de mon fils. Oui. Donc, puis elle était tellement adorable. C'était un amour. J'ai eu plein de chiens dans ma vie, mais jamais eu une collée comme ça à moi. Et du coup, là, mon fils, j'ai réussi aujourd'hui seulement à entendre sa voix. Donc, ça m'a donné de la force pour vous appeler. Mais je suis intimidée quand même. Oui, parce que votre fils, en fait, est à Saint-Martin, c'est ça, Fanny ? Oui, c'est ça. J'ai aussi un neveu, mais ils n'étaient pas ensemble, malheureusement. Parce que du coup, mon fils ne sait toujours pas que son cousin est vivant. Je l'ai appris aujourd'hui. Tant mieux. Et vice-versa. Ils ne savent pas l'un et l'autre qu'ils sont vivants. Donc, moi, j'ai su que mon fils
était vivant par un texto il y a quelques jours, mais c'était pas lui qui l'avait envoyé. Mais je n'avais jamais eu sa voix et je ne savais rien. Donc ça a été épouvantable, quoi. Ah, ça a dû être épouvantable quand vous avez vu les images aux informations. Et là, vous avez eu votre fils en ligne là récemment ou aujourd'hui? La première fois, mais ça a coupé. Je ne sais presque rien, quoi. Oui. C'est difficile d'avoir une liaison. Oui. Voilà. Et moi, comme ma sœur et la demi-sœur de mon fils, tout ça. Enfin, on n'a pas arrêté. On se voit pas par téléphone. On n'est pas dans les mêmes villes. Mais on n'arrêtait pas d'appeler les numéros, vous savez, à appeler. Oui, on n'arrivait pas à les avoir. Et ma sœur les a eus seulement aujourd'hui. Et ils lui ont dit, elle était catastrophée parce qu'ils lui ont dit qu'il n'avait pas de nouvelles et qu'il fallait qu'elle rappelle dans plusieurs jours pour savoir lui et sa petite famille n'étaient pas sur la liste des décès. Ouh là là. Donc je vous dis pas le choc. Oui. Elle m'a dit ça, en plus elle est aveugle. Donc elle était catastrophée. Elle m'a dit, tu te rends compte la réponse? J'ai dit moi j'ai eu plein d'autres choses, parce que moi je savais que mon fils était tout seul, enfermé dans une salle de bain avant l'ouragan. Je l'ai eu en ligne et ça a coupé. Avec la tempête, oui, avec l'ouragan. Voilà, mais il était tout seul, il a vécu tout ça tout seul, jusqu'à aujourd'hui, qu'il a retrouvé des amis. Ah, il a retrouvé des amis aujourd'hui. Mais qu'aujourd'hui, mais qu'une partie. Son cousin, il m'a dit c'est ça qui lui importait surtout, essaie de savoir s'il est vivant. Mais ils n'étaient pas ensemble, malheureusement, parce que je pense que ça aurait été mieux pour tout le monde. Mais c'était pas prévu comme ça. Mon fils aurait bien voulu, mais bon. Ouais. Et vous êtes un peu rassurée ce soir, Fanny, de ces nouvelles? D'avoir entendu sa voix, c'est ça que je n'arrivais plus à supporter du tout, du tout. J'y arrivais plus, je pleurais, je mangeais plus, je dormais plus, j'avais mal à la tête, j'étais constamment sur les images de la télé. Et puis je connais d'autres personnes des amis qui ont des amis qui habitent à Saint-Martin, mais qui ils se connaissent pas personne entre eux. Il y a des mondes différents là-bas. Il y a des gens qui ont, paraît-il, des bunkers, appris par eux, et qui sont bien à l'abri, mettent leur bateau dedans. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, il y a des gens qui n'ont pas d'abri, quoi, et que c'est atroce. Donc il y a vraiment des mondes différents, quoi. Et ça, la personne qui m'a dit ça, elle connaît des gens dans cette situation-là, et mon fils ne le sait pas, ça, et je lui ai pas dit parce que je crois que en voyant la misère qu'il voit apparemment autour de lui, des enfants, tout ça, qui crient, qui pleurent. Oui, des familles complètement déchirées et dévastées. Lui, paraît-il, c'est sa demi-sœur qui m'a dit que elle l'avait eu juste avant, qu'il ne faisait que de pleurer, quoi, parce qu'il était tout seul. Il a 40 ans, mais il était tout seul tout le temps. Au moment de l'ouragan, oui. Je pense juste après. Juste après. Oui, je pense, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, il m'a rien dit de tout ça. Je l'ai trouvé, je n'en revenais pas. Je pensais l'avoir en larmes. Et là, je ne sais pas s'ils leur ont donné quelque chose ou quoi, mais il était beaucoup plus serein que moi. Peut-être qu'il a retrouvé des amis et quelquefois dans les moments terribles, oui, ça peut paraître paradoxal, mais il y a une immense humanité qui se crée et on se serre les coudes et peut-être que ça fait du bien à votre fils qui était peut-être plus seul avant l'ouragan que maintenant. Oui, ils sont c'est possible, assez ça. soudés. C'est des gens de tous les âges qui l'ont mis à l'abri, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'eux ils pouvaient pas être ensemble, mais ils lui ont payé 2 nuits d'hôtel. Oui, il y a beaucoup de fraternité et de solidarité dans ces moments-là, et ça crée des choses très fortes. Qui évidemment font pas oublier, mais qui permettent de vivre de façon très intense ces moments dramatiques.
Et Voilà. presque de les magnifier. J'ai presque Oui, envie de vous c'est dire vrai. ça par rapport à une vie où peut-être, hein, j'ai l'impression dans ce que vous me dites, il était très seul avant alors, Ah, mais votre fils. complètement, il a Oui. passé tous ces moments-là tout seul. Mm. Donc, Mais même avant, enfin, il vivait assez seul oui, sur l'île. oui, Oui, il était assez oui. isolé. Quand même, ces gens-là autour, mais comment dire, Il avait un travail, il travaillait à Saint-Martin. au début qu'il était là-bas, il travaillait et puis il a eu des graves problèmes de dos. Il a dû venir se faire opérer. Il est retourné et il n'a pas pu reprendre ce travail-là. Donc après, si vous voulez, il faisait un autre travail, mais complètement différent, de faire les marchés, de vendre de la marchandise comme ça, puisqu'il ne pouvait plus faire. Il travaillait sur des bateaux, il a fait aussi des convoyages. Et c'était trop dur, quoi. C'est ça qui lui a fait craquer, je pense, son dos. Donc, du coup, là, oui, vous voyez, il n'a pas de vie de famille, quoi, déjà. Oui, donc il s'est retrouvé un peu isolé. Peut-être que là, il va recréer des liens très nouveaux, rencontrer des gens qu'il n'aurait pas connus autrement. Oui, j'ai cru comprendre qu'il avait, dans un premier temps, peut-être dans cet hôtel, mais il ne pouvait pas être dans la chambre parce que le toit, il avait très peur que le toit cède. Donc, il s'est fait un petit bunker dans la salle de bain. Et il y avait de l'eau déjà, il y avait des infiltrations dès le début dans la chambre, sur le lit et tout. Ouais, donc il s'est aussitôt réfugié dans une petite salle de bain de 2 mètres sur 1,50 m, quoi, quelque chose près. Et il s'est enfermé comme ça. Mais j'ai entendu par la suite, beaucoup de gens se sont enfermés dans des salles de bain apparemment. Je pense que les plafonds, d'après ce que j'avais compris, en tout cas lui, il était sous les toits. Et le plafond de la salle de bain lui paraissait plus sécurisant que dans la chambre. Il pensait que ça allait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'est envolé ou pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'hôtels aussi où les vitres cassées ou quoi. Et je ne sais rien. Je ne sais pas du tout s'ils arrivent. Parce que il y a des gens que je vous disais. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont là-bas ou qui ont des gens qui sont là-bas, mais ils ne se connaissent pas entre eux. Comme je vous disais, il y a tellement de monde différent là-bas. Et du coup, oui, je ne sais plus sur quoi j'étais partie. Là, de toute façon, ils vont créer des liens, il va peut-être rencontrer des gens. Vous aurez peut-être des nouvelles là en début de semaine, Fanny? J'espère. Parce que les communications vont reprendre. On voudrait qu'il revienne. Et lui, même avant l'ouragan, j'en revenais pas parce que c'est sa vie là-bas. Oui. Il comptait pas revenir. Juste avant l'ouragan, il avait appelé son père au secours, qui n'a pas de rapport, pour ainsi dire, avec lui, pour lui dire il faut faire quelque chose pour moi. Mais juste avant, je pense qu'il avait terriblement peur parce qu'il connaît tout sur les ouragans. Et il savait beaucoup plus de choses que mon neveu. Et il panique et il panique tout le monde parce qu'il sait tellement et il est tout le temps sur la météo. Oui, donc il a compris ce qui allait arriver. Ah, mais complètement. D'accord. Il savait. Il m'envoyait toutes les informations. Il est en relation. Oula. Oui, c'est ça qui vous a angoissé aussi, Fanny. Oui. Et oui, puis il était sur Internet avec quelqu'un qui de très haut dans la météo, qui connaît tout d'avance et qui leur donne, quoi. Et mais puis lui, oui, il a tellement peur de ça. C'est une des seules choses qu'il a peur. Il en a déjà vécu, mais moins fort, bien évidemment. Mais et puis là, oui, il voudrait bien rentrer, mais alors en plus, même avant l'ouragan, ils s'étaient renseignés et les billets d'Air France étaient énormes. Ils en ont profité. Les gens qui voulaient rentrer, ils ont mis les billets, mais avant l'ouragan, très cher. Et donc, y a plein de gens. Peut-être qu'il y aura des aides pour des rapatriements de gens qui n'ont plus leur maison ou leurs habitations. Je ne sais pas du tout. Oui, il va y avoir des mesures qui vont être mises en place.
Parce que là, j'ai vu sur Internet que les billets étaient encore très chers pour leur tour. Et apparemment, il y a des pétitions qui ont été lancées. Oui, parce qu'il y aura des rapatriements qui vont être organisés. Pour qu'ils baissent les prix, parce qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas rentrer, Bien des sûr. familles. Oui, alors qu'ils n'ont plus de maison. Alors qu'ils ont Voilà, besoin. avec des prix de Bien billets sûr. comme ça. Puis de toute façon, je sais pas comment... Les gens, moi, je pense qu'ils ne peuvent... Personne ne va pouvoir rester là-bas. Ma sœur me disait, parce qu'elle voit pas clair, donc elle voit pas les images déjà. Et donc, je n'en revenais pas parce qu'elle me disait, je suis sûre que mon fils ne voudra pas rentrer, sa famille, hein, parce que lui, il a une famille. Et je lui ai dit, mais dans l'immédiat, ils ne peuvent pas rester là-bas parce qu'il y en a pour tellement de temps. Oui. Même, Il n'y a plus de logement. Oui. Et tout est bouché. Vous avez vu, Fanny, il y a sur le site d'Europe 1, donc j'en profite pour le dire, tout un reportage en images sur Irma. Oui, où il y a toutes les images des îles dévastées. Et on comprend bien en voyant les images qu'effectivement, il ne reste plus beaucoup de logements debout. Non, et puis évidemment, les évacuations, comme c'est une île, rien s'évacue. Oui. Donc, que ce soit pour les WC ou toute autre chose, ils ne peuvent pas se laver. Et les WC, ils sont obligés de prendre de l'eau de mer pour mettre dedans. Il n'y a aucune évacuation, donc il va y avoir des épidémies. Moi, ma sœur ne se rend pas compte parce que comme elle ne voit pas les images et qu'on ne lui explique pas trop. Moi, et vous pouvez aider votre fils peut-être avec son père à rentrer. De quelle façon vous pouvez l'aider? On voudrait le faire rentrer, mais pour l'instant, il y a très peu de départs. D'accord. C'est ça n'avance pas, quoi. Enfin, pour l'instant, ça n'avance pas. Oui. Hier, je voyais plein de gens, et d'ailleurs, mon fils, je ne sais pas s'il sait, parce que les informations ne circulent pas du tout là-bas. Ils sont au courant de rien de ce qu'on fait pour eux et de ce qui se passe, à part qu'ils ont peur parce qu'ils entendent, vous savez, des armes, des coups de fusil sans arrêt, quoi, des armes qui ont été volées. Donc, ça se met beaucoup la terreur. Et du coup, là, il y avait plein de gens qui avaient peur, des familles avec des enfants, qui étaient à la grille où ils attendaient un avion. Et en fait, il y a un policier, comme l'autre cyclone arrivait hier, il leur a dit de rentrer. Les gens pleuraient, les gens criaient. Il y a des scènes de panique. Ouais. Mais ça, mon fils, je ne suis pas sûre qu'il le sache. En fait, je sais beaucoup plus de choses que lui, parce qu'ils doivent être tellement... Oui, mais attention Fanny, parce que vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas dans l'action. Donc forcément, vous êtes dans une position où il y a de quoi être beaucoup plus angoissé que lui. Lui a peut-être pas effectivement toutes ces informations-là, mais il est dans l'action parce qu'il est entouré de gens qui, voilà, où tous les jours il se passe quelque chose. Ils sont dans l'action. Vous non. Donc vous avez forcément... La situation délicate pour vous, c'est d'être spectatrice sans rien pouvoir faire, qui est souvent une position très délicate à vivre, surtout quand c'est votre fils qui est là-bas. Hein, donc dites-vous bien que votre fils il est entouré, qu'il y a de la solidarité, de la fraternité sur place, qu'il est peut-être même moins isolé qu'avant et qu'il agit. En tout cas, il est dans une action et je pense qu'il vous fera signe dès qu'il pourra. Parce que en fait, je pense qu'ils sont très enfermés, d'après ce que je comprends, parce qu'ils ont peur, plus, de la violence en ce moment que de l'ouragan, puisque l'ouragan est passé à côté aujourd'hui, qui n'était pas aussi fort qu'il était prévu. Donc, je pense que ça les a rassurés. Mais je pense qu'ils vivent beaucoup enfermés. En tout cas, beaucoup de gens essaient d'être enfermés où ils peuvent, n'importe où, ou dans les centres d'accueil, il y en a quelques-uns. Pour se protéger. Bien sûr. Mais regardez les informations en boucle, pour vous, Fanny, peut être assez alarmant. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai arrêté, vu que je l'avais eu. Ce serait bien. Voilà. Et puis l'autre ouragan est passé, parce que ça, j'avais peur aussi, et pas que moi. Hein. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'ai bien moins regardé. Mais là, comme on savait qu'il y avait un autre ouragan qui allait passer... puis là, quand on a su qu'il y avait eu beaucoup d'armes de volées, et je sais que là-bas, il y a beaucoup de violence, même en temps normal. Donc, c'est sûr, ça fait paniquer. Je vois bien que les familles
panique à cause de ça. Ceux qui voulaient partir, là, qui faisaient la queue, ils ont parlé presque plus de la violence qu'il y avait que de l'ouragan. Oui, c'est terrible. Ouais. Bon courage à vous, Fanny. J'espère que vous allez avoir des bonnes nouvelles de votre fils cette semaine. Que ça va. Et puis que les gens essaient d'être solidaires, les riches, les pauvres, tous. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est ce qu'on souhaite dans ces moments-là. Plein de clans comme ça, à se bouquériser et de rien faire pour les autres. Moi, mon fils, il fait de l'asthme. Et il y a quelqu'un qui est venu frapper à sa porte dès le début de l'ouragan, qui avait entendu du bruit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens apparemment, et qui lui a dit, il y a une dame qui a reçu quelque chose dans la jambe, j'ai fait un garrot, mais elle est en train de faire une crise d'asthme, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose? Et comme il en fait, il a donné de la mentoline, et je trouve que il faudrait que tout le monde soit comme ça, mais malheureusement, il y a des clans, quoi. Oui, mais il y a quand même ces scènes-là, Fanny. Et vous pouvez compter dessus, et manifestement, votre fils est là-dedans. Donc ça, c'est encourageant et rassurant. Voilà. Ouais. Bon courage à vous, Fanny. J'espère que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Merci d'avoir appelé. Merci, au revoir. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1. Sophie Peters. Europe. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors bon, je suis passée plusieurs fois avec vous. La dernière fois d'ailleurs, vous m'aviez dit que j'étais assez confuse. Et puis à la fin, on avait terminé, vous m'aviez dit que j'avais fait un témoignage de vérité. Vous m'aviez remercié, j'avais bien aimé par rapport à quelqu'un que je devais rencontrer justement. Et bon voilà. Et mais le propos de ce soir, un de mes sujets de préoccupation, parce que j'en ai plusieurs, mais celui-là c'en est un. Jeudi, je passe une fibroscopie, une coloscopie. Oui. L'après-midi, je rentre à 15h20. Oui. Et ça m'angoisse. Je suis très angoissée de nature. Je crains les résultats. Bon, d'abord, j'ai une endobrachiosophage au niveau de l'œsophage, c'est-à-dire le clapet est ouvert. Oui. Donc, j'ai des reflux gastriques. Et c'est bon, ça peut devenir cancéreux, c'est limite, quoi. Bon. Et donc, j'avais un médicament que je ne savais pas prendre à vie. Donc, je le prends maintenant. Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard, quoi. Et puis, j'ai des amis autour de moi, enfin des gens, je dirais, que je connais. Oui, j'allais dire mon prénom. Oui, tu as peut-être un cancer, ça te ferait peut-être du bien, parce qu'il faut savoir que j'ai eu, beaucoup plus jeune, une anorexie mentale. Oui. Suite à une phrase de mon père, je crois que je vous en avais parlé à l'époque, mon père ne s'adressait plus à moi, on avait une mauvaise relation, due à ma grand-mère maternelle qui m'avait dit que mon père voulait un garçon, etc. Enfin, plein de choses. Bon, voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans le contexte. Mais, et mon père avait dit à ma mère, parce que j'avais grandi d'un seul coup, elle est trop grosse. Et donc, j'avais demandé un régime au médecin de famille et je suis tombée dans l'anorexie mentale. Donc, il en reste quelque chose, si vous voulez. Et là, le régime, d'habitude, si vous voulez, moi, je mange des légumes que je me fais bouillir, c'est-à-dire des carottes, navets, salade. Je mange beaucoup de poireaux, j'aime bien, mais je ne supporte pas à cause de mon côlon, parce que pour le moins, j'ai le syndrome du côlon irritable. Je sais plus, je prends des tomates aussi. Voilà, que je fais bouillir, etc. Et je voudrais me refaire ça. Je crois que j'ai droit à du bouillon de légumes, bien que la secrétaire de la gastro-entérologue m'ait dit que non. Je comprends pas, c'est marqué dans la liste. Donc, je vais me refaire ça, que je vais essayer de tamiser. Bon. Mais hier soir, j'ai voulu prendre, si vous voulez, des tranches de jambon. Je mange jamais ça d'habitude. Plus, j'ai voulu mettre des cubes, vous savez, qu'on met dans les potages. C'est très salé. Et j'ai mis ça dans de l'eau bouillante. J'en ai mis plusieurs et ça m'a
ça m'a rendue, je sais pas, malade. J'ai eu un malaise après. Et ça fait 2 fois que j'ai un malaise depuis 8 jours, là. Et, et donc, je suis sûre que ce soir, j'ai pris au moins 1 kilo. Je vais me peser tout à l'heure. Et pour moi, c'est la catastrophe. Et il faudrait que je mange des pâtes, des nouilles, des choses comme ça que je mange jamais d'habitude. Je mange que des légumes, vous voyez, comme je vous ai dit. Donc, du coup, c'est une angoisse, mais une angoisse, vous pouvez pas savoir. Oui, que vous entretenez beaucoup, Marie, en partie, en étant comme ça très, très, très concentrée sur votre alimentation, votre poids. Oui, mais ça, c'est un reste d'anorexie. J'entends bien, mais si vous, à un moment donné, comme vous vous connaissez et que vous connaissez votre histoire, ben, ça change tout, parce que quand on connaît son histoire et d'où on vient, on peut aussi décider autre chose. Si vous dites « Ah ben non, ça c'est le reste de mon anorexie, j'y peux rien, donc je suis obligée de me peser dans 1 heure », vous n'êtes jamais libre de redécider votre vie au présent. On a toujours ce choix-là. On est tous responsables de nos vies et on a tous ce choix à faire presque constamment dans ces journées, dans chaque heure, de dire je peux décider de faire en termes de comportement autrement que ce que je faisais. De par exemple, de vous dire dans 1 heure, je vois pas l'intérêt de me peser, alors que donc vous me dites que vous passez des examens là en mardi, c'est ça, ou mercredi? Non, jeudi. Jeudi, d'accord. Donc dans 3 jours, voilà. Qu'est-ce que ça va changer de savoir si vous avez pris ou non 1 kilo? Absolument rien, si ce n'est vous pourrir la vie ou vous empêcher de dormir. Oui, mais pour moi, c'est un drame. C'est un drame et qui change quoi? Qui va changer quoi? En quoi c'est un drame? Ça change quoi? Quelque chose de dramatique, c'est quelque chose qui change votre vie. C'est pas un drame. Vous sentez mal parce que c'est pas en accord avec ce que vous avez décidé que vous vouliez. Voilà, la façon dont les choses doivent se passer. Mais vous acceptez un peu que tout ça bouge. Votre corps, qu'est-ce que c'est qu'1 kilo aujourd'hui, demain, en soi? Oui, en prenant un petit peu de recul, parce que sinon vous cédez à cette angoisse, à cette panique permanente, et comme vous dites, à ce drame, qui n'est rien d'autre qu'un drame de l'ego, qui se sent très important de devoir gérer tout ça. C'est comme s'il avait en permanence toutes ces choses à gérer. Alors c'est très important, et si je les gère pas, c'est dramatique. Oui, puis en plus, ce qu'il y a, c'est que je me programme dans la tête, pourvu que un thérapeute m'a dit, mais ça ne sert à rien que vous vous disiez... je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas tomber malade, c'est complètement idiot d'ailleurs. Parce qu'en programmant ça, je me... Comment dirais-je? C'est comme si... en plus, j'avais fait un lapsus en disant, avec une phrase négative... Exact. Que vous alliez tomber malade, bien sûr. Oui, oui, voilà. Parce qu'autrefois, il y avait une partie de moi qui désirait tomber malade pour être connue, en fait. Oui. Donc, du coup... et vous pensez que vous avez encore besoin de passer par là pour être reconnue? Vous dites que vos amis vous ont dit que... Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais à moins que vous soyez dans votre formulation, vous avez dit que je me nourrissais mal de tout. Non, mais que ça vous ferait du bien. J'ai mal entendu, que ça vous ferait du bien alors d'avoir un cancer ou d'être malade. Vous avez dit ça de cette façon-là. Mais Ah oui. Et encore, j'étais chez quelqu'un ce soir qui m'a dit, mais j'ai dit, tu te rends compte de ce que tu me dis? Oui, parce que je croyais avoir mal entendu, moi, quand vous avez dit ça. Non, que ça me réveillerait peut-être d'avoir un pronostic, un diagnostic. Ah, vos amis vous provoquent. Ils vous provoquent parce comme ils relèvent votre côté un peu hypocondriaque, ils vous disent, il vaudrait mieux que tu aies vraiment quelque chose pour arrêter de nous raconter tout ça. Comme ça, tu pourrais vraiment être dans la réalité. C'est ça que peut-être qu'ils veulent vous dire. Ça paraît évidemment choquant. Non, peut-être que non, parce qu'ils trouvent aussi que je me nourris mal, dans le sens que c'est vrai que je mange pas de nouilles pour pas grossir, je mange pas de riz, je mange que ces légumes, la salade, les tomates, que je me fais bouillir. Et alors, c'est pas mauvais pour la santé, ça, des légumes bouillis? Je vois pas en quoi. Oui, mais je mange que ça. Et alors? Les gens végétariens, vous pensez qu'ils ont des problèmes de santé?
Oui, mais ils mangent aussi du riz, des Non, pâtes. pas forcément. Non, et les régimes sans gluten. Il y a plein de gens qui mangent que des légumes. Les légumes bouillis n'ont absolument aucune irritation intestinale. Moi, je pense que ça, votre médecin vous l'a dit. Ils mangent. Ah bah, la médecin que j'avais avant qui me terrorisait justement me disait de manger de la viande aussi. D'ailleurs, j'en mange pas. De des céréales, enfin tout ce qui est Non, mais pois chiches, je sais pas quoi. Marie, globalement, vous êtes en bonne santé. Je dis globalement. Oui, globalement, oui. Oui, bon. Bah, c'est ça qui compte, non? Oui, mais j'ai des carences. Ça, c'est vrai que j'ai des carences, j'ai plus de vitamine D, plus du tout. Bah, plus personne n'en a. Avec les taux d'ensoleillement en Europe, plus personne oui, mais n'en a. moi, Tous j'ai les une médecins en chute. prescrivent. J'ai une chute Eh ben oui, impressionnante. j'espère que votre médecin vous en prescrit. Il suffit d'en Bah, prescrire de la vitamine D. J'ai eu, oui, un truc à prendre chaque Oui, mois. du Que Zima d'ailleurs D2. j'oublie Oui, quelquefois. très bien. Oui. Que j'oublie. Je suis pas raisonnable du tout dans Oh, mais mon... alors, vous êtes marrante. Oui, voilà, parce que finalement, on vous prescrit des choses, mais en même temps, vous n'êtes pas raisonnable. Vous Mais jouez enfin, un peu avec tout ça. le diagnostic que la médecin m'avait fait, oui, je vous donne pas 4 ans pour être dans un fauteuil roulant, vos os vont se casser, etc. Vous vous rendez compte, vous n'avez plus du tout de vitamine D, j'ai jamais D'accord, vu mais ça. vous me dites qu'on vous l'a prescrit, que vous la prenez pas et que vous n'êtes pas très C'est vrai que là, discipliné. non mais franchement, là, Sophie, j'ai oublié. Depuis Ouais. quelque temps, j'ai oublié. Mais oui, mais quand Et, c'est un sujet important pour soi, c'est quoi d'avoir le soin de soi, le souci de soi? C'est de faire les choses qu'on doit faire pour soi. Donc, vous vous rendiez malade, allez vous peser là dans 1 heure par rapport à ce que vous avez mangé et que par ailleurs, vous oubliez de prendre votre vitamine D alors que votre corps en a besoin. Vous voyez bien que là, il y a une logique qui fait défaut. C'est pas dans le bon axe. Pour oui, vous. oui, non mais oui. Et puis certainement que j'ai un manque de protéines parce que bon ben la salade ça nourrit pas trop, ça c'est sûr. C'est pas euh, Comment parce vous que pouvez, Marie, aborder je cette... mange pas beaucoup, hein. Je mange pas Ouais. beaucoup. Bah Ça, oui, c'est ce que je comprends. Comment vous ben pouvez oui. aborder plus sereinement ces examens de jeudi, puisque c'est ça qui Ben vous justement, angoisse? c'est ça le problème. Parce qu'en plus, vous voyez, ce soir, il faudrait que je mange des nouilles. Je vais être devant le paquet de nouilles. Je vais pas Mais qui vous pouvoir. dit qu'il faut que vous mangiez ça? C'est vous Ben, qui c'est vous le dans le dites. régime. Mais non, c'est dans le régime. Avant les C'est examens? dans les. Ah bah oui. Il y a un régime très strict. Je peux plus manger tous ces légumes que je prends là. Enfin, tous ces légumes, j'en prends pas beaucoup. Les salades, il y a des résidus. Donc ça, j'y ai Oui, pas c'est vrai. droit. Les carottes, Oui. j'y ai pas Et, droit non plus. et Marie, ça a l'air d'être vraiment la fin du monde pour vous de faire un effort pendant donc 3 jours. 3-4 jours, oui. Oui, pour Vous moi, êtes oui. dans un système, Parce que Marie, si vous où voulez, vous êtes comme en je train, mange... là où je suis un petit peu vos amis, c'est que vous mettez les conditions nécessaires pour vous rendre malade et pour vous empêcher d'être dans la santé. Donc, je sais que vous avez travaillé ces histoires d'anorexie, qui sont énormément de pratiques et de comportements de contrôle. Mais là, on n'est Oui, plus mais tout à fait à cet vous me dites endroit-là du que... contrôle. Vous refusez maintenant de contrôler. Vous partez dans l'autre sens. Comment ça, je refuse de contrôler? Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de créer une bonne discipline pour vous, qui soit une discipline de soins en vue de ces examens, alors que vous saviez si bien contrôler votre alimentation, donc de la discipline et du contrôle, vous savez très bien le faire quand vous voulez, Ah d'une oui, certaine manière. Hein, ah bah oui. oui, voilà. Et puis là, quand il faut le faire parce qu'il est question de votre santé, vous n'arrivez pas à rentrer dans cette discipline-là. Donc à obéir à ça, Ouais, à quelque chose parce qui que est du si soin je de mange vous. des nouilles ou des choses comme ça va me faire grossir. Mais Euh, on parle de combien de jours, Marie, raisonnez un tout petit peu. On parle d'un examen qui a lieu jeudi. Vous allez manger 3 jours de pâtes et vous allez prendre 50 kilos, 10 kilos.
Non. Déjà, le fait d'avoir mangé hier du jambon ou je sais pas quoi, je suis sûre que j'ai pris là 1 ou 2 kilos. D'accord. Et ça, c'est beaucoup plus important que votre santé, finalement. C'est ça qui compte le plus. Qu'est-ce qui compte le plus? Non, mais qu'est-ce qui compte le plus? Comment on choisit quelque chose dans la vie en termes de priorité? Il y a quelque chose qui a de la valeur qui compte, ce sont les examens. J'ai du mal, Sophie. Oui, mais vous, dans votre logique, vous mettez ce qui compte. C'est pour ça que je dis ça à l'envers. C'est-à-dire que ce qui compte le plus pour vous et ce qui compte le moins pour votre santé. Parce que, en toute logique, Marie, et j'essaye de vous ramener à quelque chose qui vous permette de prendre du recul pour vous sortir de votre enfermement. Vous savez bien qu'un corps, quand bien même, je vais prendre votre scénario là qui vous fait si peur, vous prendriez 1, 2, voire 3 kilos, vous savez bien qu'après, en reprenant l'alimentation habituelle que vous avez, ils vont repartir. Donc ça va juste rien changer. Oui. Bien et en sûr. plus, j'ai un laxatif à prendre. Oui, je sais bien. Oui, pour la coloscopie. Oui. Oui, c'est oh là là, c'est redoutable. Parce que les autres fois, ça n'a jamais marché. Parce que mon côlon était trop long. C'est pour ça que je suis obligée de commencer ce fichu régime. Il y a la gothique qui dit, mais vous avez peur de quoi? On dirait que j'entends le malade imaginaire. Il y a quelque chose chez vous du malade imaginaire. Des résultats, en tout cas, ça c'est sûr, oui. Ça, c'est certain. Ce qui est intéressant, Marie, pour vous, c'est que vous mettez le souci de vous au mauvais endroit. Vous vous souciez de vous, certes, puisque vous êtes hypocondriaque à vous inquiéter de la maladie, mais au lieu de le mettre au bon endroit, c'est-à-dire à l'endroit qui convient pour que vous soyez en bonne santé et dans le respect de vous-même. Vous savez, Sophie, les gens m'ont fichu la trouille aussi en me disant « tu te nourris mal, tu vas avoir un cancer et tout ». J'ai entendu de la part de plein de gens. Donc, si vous voulez, à force, ça m'a foutu la trouille, quoi. Donc, oui, mais si oui. Si vous leur en avez parlé comme ça aussi, ils vont aussi dans votre sens. Hein, non, souvent. parce que, si vous voulez, quand je suis chez quelqu'un, je ne mange pas certaines choses, beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc voilà, alors je ne sais pas du tout comment aborder ces examens sereinement, je ne sais pas. Simplement de suivre ce qu'on vous a prescrit, comme dit Cathy, vous allez perdre le poids après. Pour l'instant, vous suivez votre prescription. Il y a un autre auditeur qui dit, vous faites un régime sans résidus, un point c'est tout. Je crois que si vous abordiez les choses juste comme on vous dit de les aborder, d'arrêter de faire autre chose que ça, vous allez vous créer des problèmes. En tout cas, je vous souhaite un petit peu plus de tranquillité pour vous, Marie. C'est ça surtout dont vous avez besoin. Oui, bon courage à vous. Oui. Bon courage, merci. Au revoir. Bonne nuit à vous tous et toutes. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Passez une belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 23h. Je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand au cœur de l'histoire.